Vous souvenez-vous de l'époque où la télévision ne vous prenait pas par la main? Où une émission d'une demi-heure pouvait vous retourner le cerveau, remettre en question vos valeurs morales et vous terrifier, le tout en noir et blanc? Eh bien, de 1959 à 1964 sur CBS, la quatrième dimension n'était pas qu'une simple émission de télévision. C'était une émission hebdomadaire de type Trust Fall, créée et animée par Rod Serling. Elle puisait dans la science-fiction, la fantasy et l'horreur pour aborder des thèmes comme la peur, les préjugés, la cupidité et la nature humaine, bien avant que la télévision ne soit autorisée à le faire. Certains épisodes étaient choquants, d'autres mettaient mal à l'aise et certains ne résonnaient vraiment qu'après des années lorsqu'on réalisait qu'ils nous parlaient. Aujourd'hui, on vous présente 15 anecdotes insolites sur la quatrième dimension. Des accidents de tournage qui ont façonné la série aux prises de risques créatifs qui ont failli la faire disparaître, en passant par les détails subtils qui ont marqué la culture populaire à jamais. Croyez-nous, vous n'allez pas en croire vos yeux en découvrant la première anecdote. Alors, si vous aimez les séries cultes, les rediffusions nocturnes et les histoires qui résonnent encore en vous, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de plonger dans une autre dimension. L'émission existait parce que les censeurs étaient des imbéciles. Avant la quatrième dimension, Rod Serling était déjà une figure incontournable. Des Emmy Awards, les éloges de la critique. Il écrivait des drames percutants sur le racisme, la guerre et l'injustice, et le public adorait. Vous savez qui n'aimait pas ça? Les sponsors. Qui est le coupable? La chaîne? Le sponsor? Certainement pas la FCC. Idéalement, Mike, il s'agit bien sûr d'une combinaison de facteurs. Le réseau est en partie responsable, mais surtout l'agence et le sponsor. À bien des égards, je pense que le public lui-même l'est aussi. Dans les années 1950, les fabricants de cigarettes et d'électroménagers qui achetaient des espaces publicitaires disposaient d'un contrôle créatif énorme et détestaient la controverse. Si un scénario de Serling mettait mal à l'aise, notamment certains clients dans certaines régions du pays, le commanditaire le supprimait. Serling atteignit son point de rupture lorsqu'il écrivit une pièce inspirée du meurtre réel de E.M.T. Till, une histoire qui prétendait raconter les suites de l'affaire, notamment l'enlèvement présumé dans le Mississippi du jeune noir de Chicago surnommé Tillboy. Une fois le projet finalisé par la chaîne et ses sponsors, la victime n'était plus noire. L'action ne se déroulait plus dans le sud des États-Unis et le mot « lynchage » avait été entièrement censuré. Ce qui avait commencé comme une dénonciation cinglante des violences raciales s'était réduit à néant, une histoire édulcorée et sans mordant. C'est alors que Serling eut une illumination. S'il situait ses histoires sur des planètes lointaines, s'il faisait du méchant un robot ou s'il transformait les préjugés en malédictions surnaturelles, les censeurs, eux, cessaient soudainement de l'écouter. Comme le disait Serling, un martien peut dire des choses qu'un républicain ou un démocrate ne peut pas. Dès lors, Aliens and Monsters lui servait de couverture. Les dirigeants des chaînes pensaient approuver une science-fiction inoffensive, mais Serling, en réalité, glissait subrepticement des critiques acerbes du macartisme, du racisme, de la paranoïa nucléaire et de tout ce qui avait motivé leur tentative de le faire taire. Ironie du sort, ceux qui tentaient de le faire taire l'ont paradoxalement rendu plus dangereux. Sans ces capteurs inconscients des années 1950, la quatrième dimension n'aurait peut-être jamais existé. On se souviendrait probablement de Rod Serling comme de l'auteur de quelques pièces de théâtre oubliées. La censure n'a pas arrêté Rod Serling, elle lui a offert un moyen de se dissimuler. Le scénario qui a failli rester dans un tiroir. Une chaîne de télévision a failli tuer la quatrième dimension avant même son existence. En 1957, Rod Serling écrivit un scénario intitulé « The Time Element ». On y retrouvait tous les éléments que l'on associe aujourd'hui à la zone. Des voyages dans le temps, des morts vivants et une sensation étrange
qui vous hante et refuse de vous quitter. L'histoire suit un homme qui consulte un psychiatre car il est hanté par le même cauchemar. Dans son rêve, il se trouve à Honolulu le 6 décembre 1941, la veille de Pearl Harbor. Comment est-ce possible? Nous sommes en 1958. Comment est-ce possible? On est en 1958. Chaque nuit, le rêve s'éternise et l'homme finit par se convaincre qu'il ne s'agit pas d'un rêve. Il voyage dans le temps et il va y mourir. Les dirigeants de CBS l'ont lu et l'ont détesté. C'était trop sombre, trop déroutant. C'était trop audacieux pour le public télévisé. Ils ont donc agi comme il se doit en bons dirigeants. Ils ont acheté le scénario, payé Serling et l'ont rangé dans un tiroir. Un an plus tard, le producteur Burt Granit fouillait les archives de CBS à la recherche de matériel pour Westinghouse Diesel Playhouse. C'est alors qu'il a retrouvé le scénario oublié de Serling. Desi Arnaz, oui, ce Desi Arnaz-là avait perçu quelque chose d'exceptionnel. Il a ignoré les doutes de la chaîne et a diffusé l'épisode Time Element le 24 novembre 1958. À l'époque, les chaînes mesuraient leur succès à un seul critère, le courrier. Et après la diffusion de cet épisode, le service courrier de CBS a été submergé. Des milliers de lettres ont afflué. Les téléspectateurs n'ont pas seulement dit avoir apprécié l'épisode, ils ont dit qu'il les avait profondément marqués. Ils adoraient précisément le rebondissement que les dirigeants pensaient que le public était trop bête pour comprendre. CBS réalisa soudain son erreur monumentale. La même chaîne qui doutait de la capacité du public à saisir l'essence du projet se retrouvait face à un succès potentiel enfoui sous une montagne de propositions. Ils contactèrent Rod Serling. Ils lui donnèrent le feu vert et la quatrième dimension était née. Un scénario, un tiroir et un public qui refusait d'être sous-estimé. Le narrateur que personne ne voulait, pas même lui. Le plus terrifiant à la télévision, ce n'était pas un monstre, mais celui qui expliquait calmement ce qu'on allait voir. Lors de la création de la quatrième dimension, Rod Serling n'avait pas prévu d'en être le narrateur. Une présentation aseptisée, rigide et acceptable, qui n'avait absolument rien à voir avec ce que nous avions initialement prévu de dire. Il voulait une voix puissante et tonitruante, une voix divine, théâtrale, légendaire. Ils ont même approché Orson Welles, un de mes auteurs préférés, mais celui-là même qui avait semé la panique dans tout le pays avec la guerre des mondes. Le problème? Welles était trop gourmand. Les autres comédiens de doublage avaient un ton trop lisse, trop formel, trop kitsch, digne d'un film d'horreur. Alors que la date limite pour la première saison approchait, les autres options tombèrent à l'eau et Serling, à contre-cœur, proposa de s'en charger lui-même. Il ne se considérait pas comme un artiste. Il se trouvait raide devant la caméra. Et maintenant, Monsieur Serling, cela pourrait vous sembler être une ruelle sombre et lugubre parmi tant d'autres à l'écart des grands axes. En réalité, c'est le domaine privé des lutins et des elfes et le décor du prochain épisode de la quatrième dimension. Il trouvait sa voix trop hachée, mais il n'y avait personne d'autre. Alors, Serling se plaça devant la caméra et ne joua pas. Il restait là, immobile, parfois appuyé contre le décor, le regard fixe sur l'objectif, calme, détaché, comme un journaliste blasé qui connaissait déjà la fin de l'histoire et qui, malgré tout, éprouvait une certaine compassion pour le spectateur. Cette atmosphère froide et sombre est devenue indissociable de la série. Et puis il y avait la cigarette. Ce n'était pas un accessoire. C'était un véritable orgue. Serling était un fumeur invétéré, et dans nombre de ses introductions, la cigarette est omniprésente. La fumée s'enroule autour du cadre tandis qu'il explique que vous venez de franchir le seuil d'une autre dimension. Ce timbre rauque et éraillé dans sa voix, ce n'était pas du jeu d'acteur, c'était juste l'effet de la nicotine. Dans la première saison, Serling assurait principalement la narration hors champ.
mais son rôle à l'écran s'est étoffé au fil des épisodes, et le public a adoré. L'homme qui pensait ne pas avoir sa place devant la caméra est devenu l'emblème de la quatrième dimension. Le générique, vous savez, n'était pas l'original. La quatrième dimension n'a pas toujours eu cette sonorité. Pour la première saison, Rod Serling a mis les bouchées doubles. Il a engagé Bernard Herrmann, le compositeur fétiche d'Alfred Hitchcock, l'homme derrière les violons stridents et le côté psychopathe. Vous voyez de qui je parle? Oui, celui-là. Le thème original d'Herrmann était élégant, orchestral et inquiétant. On aurait dit un thriller hollywoodien classique. C'était intelligent. C'était aussi sombre et sophistiqué. Et honnêtement, c'était même trop raffiné. Ça ne reste pas en tête. Ça ne donne pas la chair de poule et ça ne ressemble certainement pas à une chanson qu'on fredonne dans une cour de récréation quand il se passe quelque chose d'étrange. Pour la saison 2, les producteurs souhaitaient quelque chose d'un peu plus étrange, de plus audacieux, qui évoque moins une musique de film et plus une angoisse pure. Ils se sont donc tournés vers le compositeur français Mario Constant. Et voici le rebondissement. Constant n'a pas composé le thème de la quatrième dimension comme une chanson. Il avait enregistré une série de courts extraits musicaux expérimentaux pour une bibliothèque. Les producteurs en ont pris 2, Hit Range 3 et Milu 2, et les ont littéralement fusionnés. 4 notes de guitare, un rythme de bongo nerveux. C'était expérimental, une instrumentation presque extraterrestre. Ce n'était pas léché. C'était assez brut et pourtant parfait. Ce petit mélange chaotique est devenu l'un des sons les plus reconnaissables de l'histoire de la télévision. Ces 4 notes suffisent à signaler instantanément que quelque chose cloche. Pas besoin d'image. Votre cerveau fait le reste. Et le plus étonnant, c'est que Mario Constantin, l'homme derrière l'un des thèmes les plus célèbres de l'histoire de la télévision, n'avait même pas conscience de son œuvre. Il vivait en France et n'a jamais regardé la quatrième dimension lors de sa diffusion. Il ne l'a compris que des années plus tard, lorsque ses chèques de droits d'auteur ont soudainement pris une ampleur considérable. Le son le plus inquiétant de la télévision, eh bien, c'était un accident. Avant de devenir des légendes, ils ont fait leurs preuves dans des films en noir et blanc. Les futures stars de cinéma ont dû gagner leur place en hurlant sur des distributeurs automatiques, en se disputant avec des gremlins et en surjouant à outrance dans des films en noir et blanc. La quatrième dimension, ce n'était pas du casting de stars. C'était une véritable cocotte-minute où les acteurs se brisaient ou devenaient des légendes. Avant d'incarner le capitaine Kirk, William Shatner a livré l'une des prestations les plus parodiées de l'histoire de la télévision dans l'épisode « Cauchemar à 60 mètres d'altitude ». Piégé dans un avion, transpirant à grosses gouttes dans son costume, Shatner aperçoit un monstre sur l'aile et perd complètement la raison. Et ce n'était même pas sa première crise. Juste avant, il se met à être obsédé par un distributeur de serviettes en papier censé prédire l'avenir. Entre la machine à tête de diable et le lutin de l'avion, Shatner a passé le début des années 60 à subir une véritable torture psychologique infligée par des objets inanimés. Et puis il y a Burt Reynolds, avant de la moustache, avant de l'assurance. Dans les marmonnements, la posture avachie, le T-shirt qui prouve que même à cette époque, Burt avait ce clin d'œil si caractéristique. Robert Redford incarnait la mort dans Nothing in the Dark, calme, bienveillant, rayonnant. L'épisode bouleverse complètement les attentes. Redford le rend si naturel qu'il reste l'un des épisodes les plus émouvants de la série. Burgess Meredith est apparu dans 4 épisodes plus que tout autre acteur principal, notamment dans Time Enough at Last et The Obsolete Man. Il est devenu l'homme ordinaire par excellence pour Serling. Réfléchi, fragile et généralement broyé par le destin. Et une dernière surprise. Si Meredith détient le record du plus grand nombre de rôles principaux, le visage le plus familier de la quatrième dimension est sans doute celui de Robert McCord, apparu dans des dizaines d'épisodes en tant que figurant ou personnage de fond. Il est un peu le « Où est Charlie ?» officieux de la série, et une fois qu'on l'a repéré, impossible de ne plus le remarquer.
La quatrième dimension n'a pas seulement lancé des carrières, elle les a vraiment mises à l'épreuve. Le miracle des 8 jours. Si les calendriers de production télévisuelle du début des années 60 étaient déjà chargés, la quatrième dimension fonctionnait à un tout autre niveau. La plupart des séries dramatiques prestigieuses nécessitaient 10 à 12 jours de tournage pour un seul épisode. Rod Serling, lui, n'avait pas ce luxe. Un épisode typique de la quatrième dimension passait de l'idée à la diffusion en seulement 8 jours environ. La pré-production, 1 ou 2 jours. Le tournage, 3 à 5 jours de prise intensive de 12 à 14 heures par jour. La post-production, 1 ou 2 jours de montage frénétique, de composition musicale et de narration iconique de Serling se déroulaient souvent simultanément. Ce n'était pas un marathon, mais une succession de sprints hebdomadaires. Et comme Serling écrivait lui-même près des 2/3 des épisodes, les scripts arrivaient souvent juste à temps. Les acteurs invités se présentaient à la dernière minute, parfois le jour même du tournage, et on leur remettait un script rempli de monologues philosophiques denses. Pas de lecture à table, répétition minimale. On apprenait son texte au maquillage et on croisait les doigts. Les réalisateurs n'avaient pas non plus le luxe de la perfection. Si un acteur trébuchait, mais que le moment semblait juste, on le gardait. C'est ce qui donne à la quatrième dimension cette énergie brute, presque théâtrale. On a l'impression d'être devant une émission en direct, car, pour tous ceux qui y ont participé, c'en était une. Pendant ce temps, les monteurs menaient leur propre combat. La pellicule était physiquement coupée et assemblée à la colle. Si une prise ne fonctionnait pas, impossible de la refaire. Elle était perdue. Il comptait sur des raccords astucieux, un travail sonore précis et une ingéniosité hors du commun pour sauver des scènes lors de ces interminables journées de tournage. Et voici le plus incroyable. Ce rythme soutenu a paradoxalement permis de préserver l'intégrité de la série. Les dirigeants de la chaîne avaient peu de marge de manœuvre. Quand enfin quelqu'un chez CBS jugeait une fin trop sombre, l'épisode était déjà en cours de diffusion. Le coût humain fut réel. Ce rythme effréné a ruiné la santé de Serling. Il plaisantait en disant qu'il était le plus vieux jeune homme d'Hollywood. Quand la série s'est terminée en 1964, il n'avait que 39 ans, mais il en paraissait bien plus. Et maintenant, Monsieur Serling. Cette énergie brute et authentique du direct. Ce n'était pas toujours une question d'art, c'était une question de survie. L'épisode qui prédisait la mort imminente de ses propres acteurs. Parfois, la quatrième dimension ne se contentait pas de raconter des histoires de destin, elle les vivait. Le Testament pourpre a été diffusé le 12 février 1960. William Reynolds y interprète un lieutenant de la Seconde Guerre mondiale qui acquiert un don terrifiant. Il peut voir une étrange lueur sur les visages des hommes sur le point de mourir. Et finalement, cette lueur apparaît sur son propre visage, le fixant du regard dans un miroir. L'épisode ne montre pas sa mort. On entend une explosion lointaine. L'imagination fait le reste. Rod Serling avait compris que ce qu'on ne voit pas est toujours pire. Mais quelque chose cloche dans cette scène. Quelque chose de très anormal au milieu du normal. Vous comprendrez ce que je veux dire la semaine prochaine, lorsque nous vous présenterons Élégie de Charles Beaumont, avec Cecil Kellaway. Et c'est là que les choses deviennent étranges. Le jour même de la diffusion de l'épisode, William Reynolds et le réalisateur Richard Bear ont embarqué à bord d'un petit avion qui s'est écrasé. Les deux hommes ont survécu, mais le timing était pour le moins troublant. Un épisode relatant la mort imminente d'un homme était diffusé le jour même où son acteur principal avait frôlé la mort. Reynolds n'a jamais fait grand cas de cette coïncidence publiquement. Il a ensuite mené une longue carrière à la télévision et a vécu jusqu'à 90 ans. Mais pour quiconque croit que l'univers a un sens de l'humour ou quelque chose de plus sombre, cette histoire reste gravée dans les mémoires. Serling, les illusions et les mystères de la cinquième dimension. La quatrième dimension a fait un bond de la guerre d'indépendance américaine à l'an 3000. Parfois, sur plusieurs semaines consécutives, la production n'avait pas le budget nécessaire pour tout construire de A à Z,
alors elle ne le faisait pas. Le quartier des monstres est censé se trouver sur Maple Street. Maple Street, États-Unis. À la fin de l'été, un petit monde arboré de balancelles sur les porches, de barbecue, de rires d'enfants et de la cloche d'un vendeur de glace a été filmé sur le terrain extérieur de la place du palais de justice d'Universal. Le tournage en noir et blanc à fort contraste masquait tout. Des décors sommaires, du contreplaqué peint, des consoles high-tech qui n'étaient en réalité que des boîtes en bois décorées de guirlandes lumineuses. Des directeurs de la photographie comme George T. Clemens ont éclairé ces décors empruntés comme des chefs-d'œuvre du film noir. Résultat, un épisode télévisé à 50 000 $ qui avait l'allure d'un film à 1 million de dollars. Et puis, CBS a failli tout gâcher. En 1960, la chaîne a jugé l'émission trop coûteuse. Leur solution? La vidéo. La même technologie que pour les jeux télévisés et le journal télévisé du soir. 6 épisodes ont été enregistrés ainsi, dont La Nuit des Ambles, l'épisode avec Art Carney et le Père Noël. Dès la on se serait cru à la télévision locale. L'expérience fut si mal accueillie que CBS revint discrètement au tournage et n'y retenta jamais l'expérience. Pendant des années, ces épisodes enregistrés furent même exclus de la rediffusion car ils ne correspondaient pas au reste de la série. Même enfant, en zappant à 2 heures du matin, on le ressentait. Les épisodes ont fait des analyses approfondies comme celle-ci chaque semaine. Quel épisode vous a le plus marqué? Le lutin dans l'avion? Les lunettes cassées? Moi, en tout cas, ça m'a perturbé. Dites-nous tout. Allez, on reprend le fil. Le plan le plus cher de toute l'histoire de la 4e dimension. La 4e dimension n'a jamais été une série à gros budget, mais un épisode a repoussé les limites de ce qu'un drame télévisé de 30 minutes pouvait même tenter. L'Odyssée du vol 33 était un pur spectacle de science-fiction. Un Boeing 707 traverse le temps. D'abord à l'ère des dinosaures, puis en 1939 à New York. Sur le papier, cela paraissait impossible pour la télévision, et ça l'était presque. Un épisode de la 4e dimension coûtait environ 50 000 $. Ce budget couvrait les nouveaux décors, les nouveaux acteurs, bref, tout le reste. Il n'y avait pas de lieu de tournage fixe, pas de distribution régulière sur laquelle s'appuyer. Le format anthologique impliquait de repartir de zéro à chaque fois. Mais il manquait quelque chose à Flight 33. Un décor de cockpit, des images aériennes d'archives et un plan qui allait devenir le plus cher de toute la série. Un dinosaure en stop motion. Le Brontosaure. Ce n'était pas pour la 4e dimension, mais un emprunt au film Dinosaurus de 1960. Malgré tout, ce bref moment préhistorique a coûté environ 250 $ à une émission au budget très serré. C'était une somme non négligeable. Le producteur Buck H. Houghton se souvient d'ailleurs que le service des affaires économiques de CBS avait posé des questions pointues sur ce coût. Pour une émission de télévision d'une demi-heure, un tel examen minutieux était rare et plutôt gênant. Mais voilà ce qui caractérise la 4e dimension. Ces épisodes les plus appréciés n'étaient pas les plus ambitieux, mais les plus minimalistes. Le soleil de minuit n'utilisait qu'un seul appartement et 2 actrices pour suggérer la fin du monde. Le temps d'un instant était pratiquement un spectacle solo. Ces épisodes n'avaient pas besoin de spectacle. Ils véhiculaient des idées, et ce sont les idées que l'on retient des décennies plus tard. Les verres brisés, les tableaux qui fondent, les marches désertes de la bibliothèque. Voilà ce qui reste gravé dans les mémoires, pas le dinosaure. Pourquoi ce titre, la 4e dimension? Ce n'était pas un titre poétique et superficiel. Dans les épisodes pilotes, l'expression « zone crépusculaire » était un terme familier, une mise en garde contre un danger bien réel. Lors des atterrissages au crépuscule, à l'aube ou par épais brouillard, les pilotes perdaient complètement la notion de l'horizon. Le ciel et le sol se confondaient en une seule nuance de gris. Sans cette ligne de démarcation visuelle, leur perception était faussée. Ils avaient l'impression de monter alors qu'ils piquaient. Ce moment d'incertitude,
où tout semblait normal, mais où pourtant tout l'était, était ce que de nombreux pilotes appelaient la zone crépusculaire. Le problème est simple, l'avion va trop vite, et rien, dans le domaine des connaissances, ou du moins de la logique, ne permet de l'expliquer. À l'insu des passagers et de l'équipage, cet appareil se dirige vers une région inexplorée, loin des sentiers battus des vols commerciaux. Rod Serling connaissait intimement cette peur. Avant la télévision, il était parachutiste pendant la Seconde Guerre mondiale, voyageant à bord d'avions de transport, entouré de pilotes dont la vie se jouait dans ces instants fugaces et incertains. Serling avait compris quelque chose qui échappait à la plupart des auteurs d'horreur. La peur ne réside pas dans l'obscurité totale. Elle se niche dans la pénombre lorsque l'on croit comprendre ce que l'on voit. Et cette idée trouve un écho ailleurs également. En océanographie, il existe une zone appelée couche méopologique, située entre 200 et 10 mètres de profondeur. C'est un monde de crépuscule permanent. La lumière du soleil y est trop faible pour permettre la croissance des plantes, mais l'obscurité n'y est pas totale non plus. Les créatures qui y vivent possèdent des yeux immenses, des corps lumineux et des formes étranges. Cela vous rappelle quelque chose? Eh bien, c'est le même espace que Serling explorait chaque semaine. Un lieu où les lois du monde de la surface cessent de s'appliquer et où d'étranges phénomènes surgissent dans l'obscurité. Au début, Serling a exploré des variantes comme la zone du crépuscule avant de trouver le nom qui s'est imposé. Mais la quatrième dimension a gagné car il sonnait à la fois scientifique et poétique, autoritaire et mystérieux. C'est le juste milieu entre la lumière et l'ombre, entre la science et la superstition. C'est le domaine de l'imagination, ce que nous appelons la zone crépusculaire. En empruntant un terme à l'aviation, Serling a fait du surnaturel une simple branche de la physique encore inexplorée. Et à un moment donné, l'expression a complètement disparu de la série. Elle est devenue une expression courante. Quand quelque chose n'avait aucun sens, mais qu'on ne disait pas « c'est bizarre », on fredonnait le thème de Fourotte. Le film d'art et d'essai qui a remporté un Oscar. Un épisode a été diffusé et vous vous êtes demandé « ai-je changé de chaîne par erreur ou la télévision est-elle devenue plus intelligente que moi ?» En 1964, la quatrième dimension a réalisé l'un des coups les plus audacieux de l'histoire de la télévision. Les ingrédients. Un destroyer américain, l'océan Pacifique et le bruit fantomatique de coups de marteau provenant de Trent Brassis de profondeur. Autant d'éléments qui composent une histoire étrange, à la fois bizarre et cauchemardesque. Mike Kellen et Simon Oakland sont les vedettes de cette version très particulière de la quatrième dimension, que nous appelons la tombe des 30 brassés. Au lieu de produire un épisode original, ils ont acquis les droits d'un court-métrage français. Le réalisateur Robert Enrio avait déjà réalisé une adaptation parfaite de la nouvelle d'Ambrose Bierce, Occurrence at Owl Creek Bridge, parue en 1890, pour un coût dérisoire par rapport à celui d'un épisode original. CBS en acquit les droits. Pas d'acteurs à engager, pas de décors à construire, pas de lieu de tournage à repérer. C'était une production télévisuelle clé en main. Il ne leur restait plus qu'à l'adapter au contexte local. Ajoutez Rod Serling et ses narrations iconiques d'ouverture et de fermeture, et le tour était joué. Le reste est resté intact. Et lors de sa diffusion, la différence était flagrante. Ce n'était pas tourné comme un épisode de série télévisée. C'était d'une fluidité onirique. La caméra se déplaçait avec une grâce cinématographique qui, en comparaison, rendait les productions télévisuelles classiques rigides et artificielles. On avait moins l'impression d'assister à une émission qu'à un souvenir dont on n'était pas certain qu'il nous appartienne. Presque aucun dialogue, aucun discours, aucune morale explicite. On entendait seulement le vent dans les arbres, des pas, le souffle des oiseaux, le silence qui faisait tout le travail. Lourd, lourd, lourd. Pour les téléspectateurs habitués aux monologues éloquents de Serling, c'était d'une audace expérimentale déconcertante. Puis vint la fin,
La révélation que toute cette évasion désespérée s'était déroulée en une fraction de seconde avant la mort du personnage, un véritable coup de poing en plein cœur. Mais voilà. Le film avait déjà remporté l'Oscar du meilleur court-métrage de fiction avant même sa diffusion dans la 4e dimension. En raison de la limitation des droits de diffusion, l'épisode est resté confidentiel pendant des années. Il est devenu l'épisode de fantôme par excellence, une légende urbaine que les aînés juraient avoir vue, mais qu'il était impossible de s'en apercevoir soi-même. Et un rebondissement final digne de Rod Serling. Le seul épisode de la 4e dimension ayant reçu un Oscar est celui qu'il n'a pas écrit, l'usine à dictaphone à lui tout seul. Avant les images de synthèse, le streaming et les contenus validés par les algorithmes, la télévision avait un côté artisanal. Oui, c'était la 4e dimension. Et la plupart des épisodes étaient l'œuvre d'un seul homme qui arpentait son bureau. Rod Serling n'était pas qu'un simple présentateur. C'était une véritable machine créative. Une cigarette à la main, un verre d'eau dans l'autre. Il arpentait la pièce, dictant chaque réplique, chaque pause, chaque rythme inquiétant dans un enregistreur. Mais quand on entend ces monologues dans la 4e dimension, c'est en fait Serling qui se parle à lui-même, vivant 24 heures sur 24 dans ses propres scénarios. Il n'était cependant pas tout à fait seul. Serling s'est associé à Richard Matt et Charles Beaumont, la sainte trinité officieuse de la série. Matt a apporté les cauchemars comme « Cauchemar à 6-0 mètres d'altitude » et Beaumont, l'humour noir, à l'image de l'homme hurlant. À eux trois, ils ont écrit près de 80% des épisodes. Un petit groupe, un succès retentissant, sans aucun comité de censure pour brider leur originalité. Mais cela avait un prix. À la saison 5, Serling était non seulement épuisé, mais aussi en panne d'inspiration. Il se battait contre la censure épisode après épisode et a fini par admettre qu'il commençait à se répéter. Il finit par revendre ses parts à CBS, persuadé que la série ne durerait pas. Et puis, il y a cette intrigue secondaire tragique qui semble tout droit sortie de l'univers de la série. Charles Beaumont tomba malade d'une mystérieuse maladie cérébrale qui le fit vieillir prématurément. Il paraissait bien plus âgé qu'il ne l'était, et des amis durent écrire ses derniers scénarios à sa place pour qu'il puisse continuer à être payé. L'atmosphère sombre de la série avait déteint sur la réalité. L'univers de Serling était étrange et épuisant, mais ce contrôle obsessionnel de la qualité nous a offert des histoires qui, des décennies plus tard, continuent de hanter et d'inspirer. L'attraction qui a ramené Serling d'entre les morts. Disney a pris une attraction effrayante et l'a transformée en une véritable immersion dans la nostalgie. Voici la tour de la terreur. Mais voilà le hic. Certaines parties ne sont pas de lui. Disney a fait appel au comédien de doublage Mark Silverman pour combler les silences. Les ingénieurs du son ont opté pour une approche résolument vintage. Microphone d'époque, piste optique, souffle, tout l'attirail, afin que les répliques de Silverman se fondent parfaitement avec les enregistrements de Serling de 1961. Quand Serling dit « L'histoire de ce soir dans la 4e dimension est quelque peu unique », et observez attentivement la bibliothèque avant le spectacle. La main de Serling est figée dans une forme de C légèrement étrange, comme si elle serrait le vide. C'est subtil et bizarre, et seuls les vrais fans le remarqueront. Mais Disney n'a pas seulement construit une attraction, ils ont créé un véritable sanctuaire. Disséminés un peu partout, des clins d'œil que seuls les plus observateurs remarqueront. On y retrouve notamment le mystique à tête de diable de Nick of Time, les lunettes cassées de Burgess Meredith dans Time Enough at Last. Le livre de recettes To Serve Man, une trompette solitaire tirée de A Passage for Trumpet, de la poussière palpable, des toiles d'araignées tout droit sorties de films d'horreur, un éclairage noir et blanc à fort contraste. Vous n'êtes pas dans un ascenseur. Vous entrez dans un écran de télévision en noir et blanc. Disney n'a pas construit une attraction hôtelière.
Ils ont construit un musée de la quatrième dimension qui vous fait chuter de 13 étages. L'erreur à 1 million de dollars de Rod Serling. Autrefois, la télévision était éphémère. En 1964, personne n'imaginait que les séries puissent durer. Une fois diffusée, et peut-être rediffusée une série était bonne pour la poubelle. C'est dans ce contexte que vivait Rod Serling lorsque la quatrième dimension s'est achevée après 5 saisons éprouvantes. CBS a frappé à sa porte avec une offre alléchante. Vendre 40% des parts de la série pour une somme forfaitaire d'environ 600 $. À l'époque, pour un scénariste de télévision en 1964, c'était une somme qui signifiait ne plus jamais travailler, et Serling a accepté. Il pensait que la série serait dépassée au début des années 70. Les pièces moralisatrices en noir et blanc, c'était fini, oublié. Plus personne ne s'y intéresserait. Serling consacra donc le reste de sa vie à travailler, écrire, enseigner et animer l'émission Night Gallery. Tout cela parce que ce gain initial lui coûta une fortune par la suite. Une fin digne de la quatrième dimension. Sauf que c'est arrivé à son créateur. Sa femme, Carol, a pris le relais pour préserver son héritage, veillant à ce que le nom de Rod reste indissociable de la série, même si les gros chèques allaient à CBS. L'homme qui nous avait mis en garde contre les ironies du sort, et il en a vécu une, la spirale infinie qui nous a aspirés. Autrefois, les fins d'épisodes télévisés nous perturbaient. Elles ne se contentaient pas d'un fondu au noir et d'un générique. Elles nous laissaient assis, silencieux, à nous demander ce qui venait de se passer. C'était le cas de la quatrième dimension, et rien n'a mieux retranscrit cette sensation que la spirale. Dans la saison 4, Rod Serling a remplacé le générique fixe habituel par un vortex hypnotique en rotation. Des lignes noires et blanches s'entrelacent à l'infini. Sans début ni fin, une boucle sans fin qui vous aspire toujours plus profondément à l'écran. Ce n'était pas un simple effet visuel, c'était de la guerre psychologique. La spirale n'annonçait pas la fin. Elle murmurait « Le cauchemar n'est pas terminé ». Elle se réinitialisait sans cesse, invitant les spectateurs à replonger dans l'histoire. Non pas parce que l'histoire était finie, mais parce que dans l'univers de Serling, les histoires ne s'achèvent jamais vraiment. Elles résonnent, tout simplement. Pour les enfants qui regardaient des rediffusions dans le noir du salon, sous le scintillement de l'écran cathodique, tandis que leurs parents dormaient dans le couloir, cette spirale était un défi. Fixez le tourbillon. Laissez-vous aspirer. Les yeux écarquillés, le cœur battant la chamade. Soudain, votre voisin pourrait ne pas être humain, votre professeur pourrait être un extraterrestre, le monde extérieur pourrait ne plus être celui que vous avez quitté le matin même. C'était là tout le génie de Serling. Il n'a pas construit un lieu, il n'a pas créé une planète ni une dimension secrète dissimulée derrière une porte. La quatrième dimension n'a jamais existé. Elle était dans votre imagination. Elle l'a toujours été. C'est pourquoi ces épisodes restent si vivants, 60 ans plus tard. La peur, la jalousie, la cupidité et la folie humaine restent immuables. Elles se transmettent simplement de génération en génération. Les monstres changent de visage. La technologie évolue. Mais la terreur, elle, est éternelle. La plupart des séries se terminent bien, sans accroc. Leçon retenue. Problème résolu, n'est-ce pas? Fondu au noir. Mais la quatrième dimension ne vous laissait pas vous en tirer à si bon compte. La morale ne disparaissait pas avec le générique. Elle vous tombait dessus de plein fouet. Soudain, vous n'étiez plus simplement en train de regarder une histoire. Vous viviez dans les conséquences de l'un d'eux. Le verdict, il vous appartient toujours. Cette spirale continue de tourner. Et quelque part, en ce moment même, un adolescent découvre cette série pour la première fois. Peut-être sur une plateforme de streaming, peut-être sur un vieux DVD de la collection de ses parents, mais il est sur le point de regarder enfin Time Enough,
ou bien les monstres débarquent sur Maple Street et il va ressentir ce même frisson que nous avons ressenti il y a des décennies. Parce que la zone, elle, ne vieillit pas. Elle n'expire pas. Elle attend, tout simplement. Et une fois qu'on y est entré, on n'en sort jamais vraiment. Bienvenue dans la 4e dimension. Voilà, 15 anecdotes étranges sur la 4e dimension. Dites-nous en commentaire laquelle vous a le plus surpris. Si cette vidéo vous a rappelé vos soirées télé et vos antennes râteaux, abonnez-vous et partagez-la avec un ami qui regarde encore le marathon de la 4e dimension chaque réveillon du Nouvel An.